Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Décryptage, le format vidéo de Mediapart qui vous propose de réfléchir avec un cinéaste, un artiste ou un chercheur à un extrait de film documentaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de convier Tanguy Perron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous avez participé au livret d'un coffret de 3 DVD. Avant qu'on regarde l'extrait que vous avez choisi de commenter, on peut dire qu'il s'inscrit dans un ensemble de 3 moyens métrages documentaires que la CGT tourne en 1938. C'est ça? Tout à fait. Donc il y a 3 DVD et j'ai accompagné par l'écrit un seul DVD. Et donc ce DVD est consacré à ce qu'on appelle aux films syndicaux, si ce n'est à la trilogie syndicale de la CGT, des films peu connus jusqu'ici. Donc il y en a 3. Il y a Les bâtisseurs de Epstein, Sur les routes d'acier de Boris Peskin et Les métallos, Jacques Lemarque, qui est peut-être un peu à part. Donc des films à la fois donc, de la Fédération du bâtiment, de la Fédération CGT des cheminots et de la Fédération des métallos. Et qui ressortent dans un ensemble produit par Ciné-Archives où on trouve aussi le fameux film collectif dirigé quand même par Jean Renoir, La vie est à nous. On regarde donc un extrait des Bâtisseurs. Dis donc, vieux, tu sais pas à quoi je pense tout d'un coup? Non, à quoi? Là, je pense à ceux qui ont bâti ça. Quoi, la cathédrale? Oui, je pense à ceux qui étaient là, juste comme on est maintenant sur un échafaudage, et qui l'a bâtissait. Ben, ça doit faire une paye. Attends, elle a été construite vers les 1100 et quelques. Ça fait dans les 800 ans. Dis, tu te rends compte? 800 ans? En tout cas, c'est des manchots. Fallait en avoir dans le ventre pour monter une pièce pareille. C'est les curés qui l'ont fait? Mais non, c'est le peuple. J'ai lu un bouquin là-dessus. Les seigneurs, les bourgeois, enfin tous les riches payaient. Le peuple aussi, tu penses. Mais quand il était trop pauvre, le peuple, il payait avec ses bras. Eh bien alors, les curés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils quêtaient, ils réunissaient les capitaux, quoi. Pour une cathédrale? Oui, mais tu comprends, à l'époque-là, je te parle du XIIe et du XIIIe siècle. Une cathédrale, c'était beaucoup plus qu'une simple église. On y disait pas seulement la messe, on y faisait des réunions. On y faisait même du théâtre, c'était comme une maison du peuple. Ces ensembles de films ressortent 80 ans après le Front populaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces images où on voit des cathédrales, c'est-à-dire pas tout à fait justement l'imaginaire qu'on a du Front populaire où on imagine plutôt des usines? Non, mais justement, c'est ça la richesse et l'intérêt de ces images-là, c'est qu'on dépasse les stéréotypes et de loin comme ça. Et souvent, on a cru qu'il y avait un cinéma du Front populaire qu'on réduisait au chef-d'œuvre de Renoir, Carnet ou du Vivier. Mais en fait, pour moi, l'expression cinéma du Front populaire s'accorde beaucoup plus à ces images qui sont des images produites par les organisations du Front populaire. Donc, et là, on peut pénétrer effectivement dans une culture Front populaire, dans les films fédéraux, et on peut voir la diversité de cet événement, qui est à la fois un événement syndical, culturel, social et politique. Et donc la CGT s'est grandement impliquée dans ces images. Et effectivement, le spectateur contemporain peut être surpris de voir un film de la CGT commencer par une cathédrale.
Alors là, c'est un film de la Fédération du bâtiment, réalisé par un grand réalisateur, Jean Epstein, qui faisait partie. Oui, c'est ça, il y a aussi Robert Desnos au générique. Oui, on n'est pas non plus, c'est pas les ouvriers eux-mêmes qui s'emparent de l'outil. Pour d'autres films, ça peut pour les films sur les métallos, surtout grève d'occupation d'usine, pendant le Front populaire, on assiste à une rencontre entre les travailleurs du film qui se structurent syndicalement et qui vont filmer les autres travailleurs. Donc entre Boulogne et Billancourt, on franchit le pont, si l'on peut dire. Mais là, effectivement, c'est une commande, c'est un film de commande, et il s'adresse à Epstein, qui à la fois était effectivement un cinéaste reconnu dans les années 20, mais qui, avec la venue du parlant, a connu une relative traversée du désert. Mais surtout, ça prouve que la CGT est en position quasiment hégémonique, non seulement dans le monde ouvrier, mais aussi dans le monde de la culture qui s'accroche, qui accepte l'idéologie du Front populaire. Et donc qui cherche à se réemparer de l'histoire de France. C'est-à-dire qu'on est à un moment aussi, là on n'a pas l'extrait, mais après ils peuvent se mettre à parler des châteaux forts. La CGT n'existait pas évidemment à l'époque de la construction des cathédrales et des châteaux forts, mais il y a l'idée que voilà, on connaît l'histoire des seigneurs, maintenant on va réactiver l'histoire de ceux qui ont construit les bâtiments des seigneurs. Ça c'est fantastique, hein. C'est le syndicalisme qui s'inscrit dans une histoire longue en fait, et qui s'inscrit dans une histoire complètement républicaine aussi. Donc le syndicalisme est le prolongement de la République, et le prolongement social de la République. C'est presque surprenant quand on connaît que la Fédération du bâtiment était à domination anarchisante et communiste CGTU jusqu'à sa réunification en 1936, et malgré tout, elle accepte totalement l'idéologie du Front populaire et elle s'inscrit donc dans cette histoire longue et revendique une politique de grands travaux pour résorber la politique de chômage. Et c'est un cinéma qui se veut pédagogique et qui l'est, et donc qui dit aussi aux ouvriers, aux adhérents de la CGT, patience, on s'inscrit dans le long terme, on réclame, on est proche du gouvernement, on n'est plus dans une politique d'affrontement, et on attend du gouvernement ces fameux grands travaux. Et donc ça s'inscrit dans une histoire nationale qui est complètement revendiquée. Ce n'est pas du tout un cinéma de rupture, mais au contraire de continuité républicaine. Ouais, c'est des fois plus que pédagogique, c'est à la limite de la propagande, non? Didactique. La pédagogie et la propagande ne sont pas toujours antinomiques, hélas pourrait-on dire, mais oui, alors en même temps c'est un film assez d'une grande richesse, hein, parce que ce qui se fait à la fois, qui s'inscrit dans la tradition, quitte à récupérer même l'art religieux, mais aussi qui regarde loin de la modernité, en faisant un film aussi à l'hymne du béton, aussi, qui est à l'hymne du béton, de la lumière et tout ça. Effectivement, à cette époque-là, il y a de terribles problèmes de logement, les solutions ne peuvent être envisagées que collectives, et il faut loger le peuple. Et pour loger le peuple, il faut construire. Et là, on s'appuie sur les meilleurs architectes, puisqu'il y a Le Corbusier qui prend la parole dans ce film-là. Oui, c'est ça, c'est qu'on voit à la fois des ouvriers et des grandes figures de l'architecture de Corbusier, Perret, donc là, qui justement se rapproche du gouvernement du Front populaire, espérant des commandes, et voilà ces négociations entre le peuple, ses représentants, et une élite qui se met au service de revendications sociales. Alors, on l'a encore vu ces dernières semaines, 80 ans après le Front populaire, une lutte politique, c'est aussi une guerre d'image. Là, on a vu s'opposer dans les manifestations la CGT, le gouvernement et tout ça. C'est la première fois que, comme ça, en 1938, un syndicat s'empare de l'outil cinématographique? Alors, il y a eu des esquisses. Mais là, les temps ont complètement changé. C'est-à-dire que la CGT, avec la CFTC qui est beaucoup plus petit, c'est le seul syndicat. C'est la première fois dans l'histoire de France et la seule fois où la CGT est dominante en termes d'adhérents. Elle a plus de 4 millions d'adhérents. Donc elle a les moyens de sa propagande, si l'on peut dire, les ambitions de sa propagande. Elle avait essayé de s'emparer de l'outil du cinéma, mais avant 14, de manière modeste, avec le Cinéma du Peuple, qui est une coopérative libertaire, où il y a des syndicalistes révolutionnaires et des francs-maçons qui se sont installés là. Mais franchement, en 1936, oui, c'est une rencontre entre le peuple et le cinéma et la CGT. Puisque la CGT s'implante dans le métier du cinéma d'une part, et d'autre part, comme je disais, il a beaucoup plus de moyens, donc elle met en pratique, elle met en image sa politique. Alors, on parlait de ces 3 moyens métrages documentaires que la CGT produit en 1938, le rail, le bâtiment et la métallurgie, en gros, pour être bref. En fait, il existe un 4e film, dont je vous propose qu'on regarde tout de suite un autre petit extrait. Salut, nos pastorales. Alors, là-bas? Ça va, mais c'est dur. J'ai pas besoin de vous expliquer, vous connaissez ça. Les tranchées, les obus, les tanks, la boue, les attaques, les mitrailleuses, les avions, enfin tout le programme, quoi. Et ceux d'en face? Ben, ils restent en face. Ils attaquent quand on a presque plus de munitions. Il y en a toujours chez eux, vous comprenez? Ils sont de bons fournisseurs. Hitler, Mussolini, tandis que nous, enfin, maintenant ça s'organise. Le matériel qui sort des usines de guerre espagnoles est au point. Mais à côté des autres, des avions italiens, des tanks allemands, il y a encore une sacrée marge. Combien que vous êtes du bâtiment au front? Dans mon bataillon, il y en a presque la moitié.
Et on vous engueule drôlement, vous qui êtes en France. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent à nous laisser comme ça avec leur blocus, sans avion, sans canon, avec des vieux flingues dans les pattes. Chaque fois qu'un des nôtres tombait dans la 13e brigade, on pouvait pas s'empêcher de penser qu'il était mort un peu à cause de vous. À cause de nous? Ah, pour les congés payés et les 40 heures, tout le monde était d'accord pour faire grève. Mais pour l'Espagne, vous êtes sûr d'avoir fait tout ce que vous pouviez faire, tout ce que vous deviez faire? Non. Et pourtant, si vous ne le faites pas aujourd'hui pour l'Espagne, c'est chez vous que vous devrez le faire demain. Ne l'oubliez pas. Alors, il y avait ces 3 longs métrages documentaires. Là, on est plus dans le domaine de la fiction. Oui. Ça s'appelle La Relève, le film dont on vient de voir un extrait. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà, on est surpris. On est surpris et touché quand on reconnaît l'ouvrier qui est sur l'échafaudage au moment près la cathédrale de Chartres, dans les bâtisseurs, l'ouverture des bâtisseurs. Et là, on le revoit entrer dans ce petit appartement parisien et on voit qu'il joue encore une fois de plus. Cet ouvrier s'appelle Henri Rose et il s'est effectivement battu en Espagne. Donc c'est effectivement une scénette fictionnelle et en même temps, il y a du documentaire. Il y a l'éruption du réel parce que lui a été volontaire dans la brigade internationale. Et ce petit film-là, c'est un film derrière le film. Donc les rapports de la CGT du cinéma sont très complexes. Il y aurait la Marseillaise d'une part dont on pourrait parler, ces films fédéraux, ces 3 films fédéraux, puis ce petit film de derrière le film qui lui est beaucoup plus vindicatif. Autant les bâtisseurs et sur les routes d'acier. C'est optimiste et finalement unitaire. Les autres sont tout à fait unitaires et très optimistes. Et celui-là, parce qu'il est fait sans doute un peu plus tardivement, derrière plutôt par des ouvriers et des techniciens communistes, je pense, qui commencent à critiquer Blum ou ses manquements. Et voilà, donc là... Notamment de la non-intervention pendant la guerre d'Espagne. La non-intervention elle sera une fracture au sein du Front populaire. Et là, Henri Rose, cet ouvrier-là, incarne cette fracture. Merci beaucoup, Tanguy Perron. La vie est à nous, Le temps des cerises et autres films du Front populaire. Ça ressort chez Ciné Archives dans une version restaurée, c'est ça? Oui, La vie est à nous a été restaurée. On se retrouve quant à nous bientôt pour un nouveau décryptage. Merci beaucoup. De rien, merci.